Je suis rentré pour Noël. La maison était vide, grand-mère n'avait pas mangé depuis des jours. Puis j'ai lu le mot, et j'ai compris que ma vie n'était qu'un mensonge forgé dans le sang et la trahison. Ce papier jauni, plié en 4 sur la table de la cuisine, portait l'écriture tremblante de grand-mère, ces lettres irrégulières qui trahissaient ses mains arthritiques. Ma petite Élise, ils t'ont volé ton innocence, et moi, j'ai laissé faire. Ton mari, ce monstre, a tué pour son ambition. Tu as porté le poids de son crime pendant 10 ans. Lis ceci et venge-nous. Mon cœur s'est arrêté. 10 ans. 10 ans de prison pour un meurtre que je n'avais pas commis. Paris, la ville des Lumières, m'avait englouti dans ses ombres, et maintenant, cette maison perdue dans les vignes de Bordeaux me crachait la vérité au visage. Grand-mère gisait dans la chambre, son corps frêle comme une feuille d'automne, empoisonné par le chagrin. Ou pire. J'ai touché son front froid. Elle était partie. Et avec elle, le dernier fil qui me rattachait à l'illusion d'une famille. Je m'appelle Élise Moreau, et j'ai 35 ans. Ou du moins, c'est l'âge que j'ai quand on compte les années derrière les barreaux. Sorti il y a 6 mois pour « bonne conduite », je m'étais juré de ne plus regarder en arrière. Recommencer à zéro, comme ces romans français que je dévorais en cellule, ceux de Simenon où les coupables paient toujours, mais trop tard. Mais Noël approchait, et la lettre de grand-mère m'avait rappelé au bercail. La maison familiale, ce mas provençal aux murs ocre craquelés par le Mistral, sentait la lavande fanée et la moisissure. J'ai fouillé les tiroirs, trouvé les coupures de presse jaunies, meurtre au Louvre, la conservatrice Élise Moreau accusée d'empoisonner son amant. Mon amant. Paul Laurent, le critique d'art qui avait promis de m'emmener aux étoiles. On l'avait trouvé raide dans mon atelier, une dose mortelle de belladone dans son verre de Bordeaux. J'avais juré que c'était un accident, que j'avais confondu les herbes de grand-mère avec du poison. Mais le jury m'avait cru coupable. Et derrière les barreaux, j'avais appris à haïr. Le mot de grand-mère n'était pas seul. Il y avait une clé USB cachée sous le papier, et un carnet usé, relié en cuir noir. J'ai branché la clé sur l'ancien ordinateur de la cuisine. Miracle, il fonctionnait encore. Des fichiers audio, des enregistrements granuleux. La voix de mon mari, Antoine, ce salaud aux yeux bleus comme la Garonne, murmurant à Paul. « Fais ce que je te dis, ou ton petit secret avec la toile volée sortira au grand jour. » Paul, mon amant, complice d'Antoine dans un trafic d'œuvres d'art au Louvre. Antoine, conservateur en chef, ambitieux comme un loup dans la bergerie. Il avait empoisonné Paul pour le faire taire, et m'avait piégé. Moi, sa femme idiote, qui avait servi le verre ce soir-là. Grand-mère l'avait su. Elle avait vu Antoine verser la belladone, mais pour protéger la famille, notre nom, notre lignée de vignerons ruinés par la crise, elle avait gardé le silence. Et j'avais payé. 10 ans de ma vie, volés. La rage m'a submergé comme une vague du Méditerranée en tempête. J'ai fracassé le verre contre le mur, le sang coulant de ma main coupée. Antoine vivait toujours, à Paris, avec sa nouvelle femme, une jeune galeriste prénommée Claire, et leur fils de 2 ans. J'avais vu les photos sur Facebook, ces mensonges pixelisés qui me narguaient pendant mes permissions. Il avait gravi les échelons, nommé directeur adjoint du Louvre grâce à l'héritage de Paul. Ces tableaux disparus qui finissaient dans des collections privées. Et moi, l'ex-taularde, avec un casier judiciaire qui puait la défaite. Mais ce soir de Noël, sous les guirlandes fanées, j'ai juré sur le corps de grand-mère, il paierait. Pas avec des mots, pas avec la justice française, si lente et corrompue. Avec du sang. Du vrai sang. J'ai passé la nuit à transcrire le carnet. Des notes de grand-mère, datant de l'époque du procès. Antoine a toujours été un serpent. Depuis son enfance, il volait les raisins pour les vendre au marché noir. Mais ce meurtre. Pour une promotion. Et des preuves. Des relevés bancaires, des mailles effacées mais récupérées par un ami hacker que grand-mère avait payé avec ses dernières économies. Antoine n'était pas seulement un traître, il était un caméléon. L'homme charmant qui m'avait séduite à l'université de Sorbonne, avec ses citations de Baudelaire et ses promesses d'éternité. Le mari attentionné qui pleurait à mon procès, jurant mon innocence en privé. Et maintenant, le père modèle, posant devant la tour Eiffel avec sa progéniture. Je le haïssais pour chaque larme que j'avais versée en cellule, pour chaque nuit où j'avais rêvé de sa gorge tranchée. Le lendemain, j'ai enterré grand-mère dans le petit cimetière du village, sous un ciel plombé de nuages bas. Le curé, un vieil ivrogne aux mains tremblantes, a marmonné des prières en latin que je n'écoutais pas. Les villageois murmuraient « Pauvre Élise, revenue de l'enfer ». L'enfer, c'était ici, dans cette Provence où les oliviers tordus par le vent semblaient me juger. J'ai pris le train pour Paris, la clé USB dans ma poche comme un talisman maudit. Le TGV filait à travers les Champs-Gelées, et je repensais à nos Noëls d'avant, Antoine et moi,
riant devant la cheminée, grand-mère racontant des histoires de fantômes vendéens. Tout était faux. Une façade craquelée comme la peinture d'un tableau Renaissance. Arrivé à la gare de Lyon, l'air puait l'humidité et les croissants brûlés. J'ai marché jusqu'à notre ancien appartement dans le Marais, ce nid d'amour transformé en musée de mes cauchemars. La concierge, Madame Duval, m'a reconnu. « Élise, mon Dieu, vous avez l'air d'un spectre. » J'ai souri, ce sourire que j'avais appris en prison, froid comme la Seine en hiver. Juste un fantôme de Noël, madame. Antoine avait revendu l'appart, bien sûr. Mais j'avais l'adresse de sa nouvelle vie. Un hôtel particulier rue de Rivoli, face au Louvre. Ironique, non? Le Palais des Arts, où il avait forgé sa fortune sur des mensonges. Je me suis installé dans un hôtel miteux près de Bastille, payé avec l'argent de la vente des vignes. Grand-mère avait tout légué à moi, dans un testament caché. De ma chambre, j'entendais les klaxons et les rires des Parisiens, indifférents au drame qui se nouait. J'ai ouvert mon ordinateur portable, acheté d'occasion, et j'ai commencé à planifier. Pas de violence brute. Antoine était trop malin pour ça. Il fallait le détruire de l'intérieur, comme il l'avait fait avec moi. D'abord, infiltrer sa vie. Claire, sa femme, postait tout sur Instagram. Dîner au Fouquet's, vernissage au centre Pompidou. Elle était naïve, cette petite bourgeoise de Neuilly, élevée dans le coton. J'ai créé un faux profil. Sophie Duval, une critique d'art freelance, fan de ses expositions. Un like, un commentaire flatteur, votre œil pour le clair-obscur est divin. Elle a répondu en 20 minutes. Les femmes comme elle mordent à l'hameçon de la flatterie. Pendant ce temps, j'ai contacté elle ami, hacker de grand-mère, un certain Lucas, un geek barbu planqué dans un squat de Belleville. Je veux tout sur Antoine Moreau. Compte, mais, caméra de surveillance. Il a ri, pour une extolarde, t'as du cran. Ça coûtera cher. J'ai transféré 5 000 €, le prix d'une vengeance naissante. Les fichiers sont arrivés par mail crypté. Antoine blanchissait de l'argent via des galeries d'art en Suisse. Il avait un autre secret, une liaison avec sa secrétaire, une Roumaine nommée Irina, qui savait trop pour son propre bien. L'homme l'était, un vrai serpent des marais, changeant de peau à chaque saison. Hier amant tendre, aujourd'hui père exemplaire, demain, victime. Noël approchait, et Paris s'illuminait de guirlandes vulgaires. J'ai assisté à la messe de minuit à Notre-Dame, pas parfois, mais pour observer. Antoine était là, au premier rang, Claire à son bras, le petit garçon endormi contre son épaule. Il priait, les yeux fermés, ce menteur. J'étais caché dans l'ombre d'une colonne, mon manteau noir me fondant dans la foule. Quand la chorale a entonné « Minuit, chrétien », j'ai murmuré « Minuit, traître ». Le lendemain, Sophie Duval a eu son premier café avec Claire. Au café de Flore, bien sûr, ce temple des intellectuels où Sartre avait fumé ses dernières gauloises. Claire babillait sur ses projets, une expo sur les poisons dans l'art baroque. Ironie du sort. Et votre mari? Un pilier du Louvre, n'est-ce pas? Elle a rougi. Antoinet. Complexe. Mais il adore notre fils. J'ai souri derrière ma tasse d'expresso. Complexe. C'était un euphémisme pour monstre. Au fil des rencontres, Claire s'ouvrait. Elle suspectait les infidélités d'Antoine, des nuits tardives, des parfums étrangers. J'ai planté la graine, les hommes comme lui collectionnent plus que des tableaux. Elle a pleuré, et j'ai feint l'empathie. En réalité, mon cœur était une pierre ponce, usée par la prison. Lucas m'envoyait des mises à jour. Antoine préparait un coup gros, la vente aux enchères d'un monnaie volé pendant la guerre. Le tableau était chez moi, dans le mas, caché par grand-mère. Le dernier atout. Mais la vengeance n'est pas linéaire. Une nuit, alors que je rentrais à l'hôtel, une ombre m'a accosté dans une ruelle de Saint-Germain. Élise Moreau. On sait que t'es de retour. Un homme massif, tatoué, accent marseillais. Les sbires d'Antoine? Il m'a plaqué contre le mur. Ton mari veut te voir. Il sait pour le mot. Mon sang s'est glacé. Comment? Grand-mère avait-elle été imprudente? J'ai dégagé mon bras, enfoncé mon genou dans ses parties, et fui. Courant sous la pluie, les lumières de la ville se brouillant en larmes de néon. Antoine me traquait déjà. Le jeu avait commencé. Paris en janvier est une garce froide, qui vous fouette le visage avec son vent coupant comme une lame de guillotine. J'ai passé la nuit dans un cybercafé ouvert toute la nuit, près de la place de la République, à pianoter frénétiquement sur le clavier collant. Lucas en ligne, change de planque. Antoine a des contacts partout. Et il a engagé des privés. J'ai réservé un billet pour Lyon, sous un faux nom, Marie Duval, cette fois, pour brouiller les pistes.
Mais avant de partir, j'ai envoyé un colis anonyme à Claire, une photo floue d'Antoine et Irina, enlacés dans un hôtel de la Côte d'Azur. Pas de note, juste le poison de la Ilu. Qu'elle ronge son mariage de l'intérieur, comme la belladone ronge les veines. Le train pour Lyon m'a bercé dans un sommeil agité, hanté par des rêves où grand-mère me tendait le mot, mais les lettres se transformaient en serpents. À mon arrivée, j'ai loué une chambre dans un quartier ouvrier, la Guillotière, où les immigrés maghrébins vendent des kebabs épicés et où personne ne pose de questions. De là, j'ai continué mon travail de fourmi. Appel à des contacts de prison, des anciennes codétenues qui haïssaient les flics autant que moi. Une certaine Nadia, serveuse aux petits zincs, avait une nièce dans la police, vénale comme un politicien sous Hollande. Pour 1 000 €, je te file le dossier du meurtre de Paul. C'était du chantage pur, mais efficace. Le dossier arriva par courrier express, des analyses toxicologiques falsifiées, signées par un labo ami d'Antoine. Et une note manuscrite, Élise avoue sous pression. Mensonge. J'avais hurlé mon innocence jusqu'à l'extinction de voix. Antoine n'était pas qu'un traître domestique, il était un architecte de ruines. Le carnet de grand-mère révélait plus. Pendant mon incarcération, il avait détourné l'héritage familial, vendu les vignes à un promoteur italien pour un resort de luxe. Pour le bien de tous, avait-il dit à grand-mère. Elle, brisée, avait sombré dans la dépression, refusant la nourriture comme une sainte en pénitence. Son empoisonnement? Pas accidentel. Un flacon vide de belladone trouvé près de son lit, le même poison. Coïncidence? Je n'y croyais plus. Antoine effaçait les traces, une par une. De Lyon, j'ai orchestré le premier coup. Via Sophie Duval, j'ai convaincu Claire d'organiser un dîner entre amis au Louvre après heure. Pour discuter de ton expo sur les poisons. Elle a mordu, et Antoine a approuvé, flatté par l'idée d'une nouvelle muse. Le soir venu, j'ai glissé dans la sacoche de mon faux profil un enregistreur miniature, acheté au marché noir. La soirée fut un ballet de faux-semblants. Antoine, en smoking impeccable, discourant sur Vermeer comme s'il était Dieu. Claire, nerveuse, sirotant son champagne. Moi, feignant l'admiration. Quand ils se sont isolés dans son bureau, j'ai activé l'enregistrement à distance. Sa voix, suave. Claire, chérie, oublie ses ragots. Irina? Une erreur de jeunesse. Mensonge. Puis, plus bas, le monnaie passe aux enchères demain. Si tout va bien, on s'achète une villa en Toscane. J'ai écouté l'audio dans ma chambre lyonnaise, le cœur battant comme un tambour de la Bastille. Preuve en or. Mais pas assez. Il fallait le piéger en public, le faire craquer devant les caméras. J'ai contacté un journaliste freelance, un certain Thierry, que j'avais connu à la Sorbonne. J'ai de quoi couler un requin du Louvre. Intéressé. Il l'était, ce renard aux lunettes rondes. Rendez-vous à un bistrot de la Croix-Rousse, où l'on boit du Beaujolais comme de l'eau. Montre-moi. J'ai joué l'enregistrement. Ses yeux se sont écarquillés. C'est du lourd. Mais Moreau est intouchable, ami au placé. J'ai souri, pas après ce que je prépare. Le twist est venu d'une source inattendue, Irina. Elle m'a contacté via Lucas, terrifié. Antoine me menace. Il sait que vous êtes revenu. Rencontre dans un parc de la Tête d'Or, sous la pluie fine. Elle était belle, cette Roumaine aux yeux de velours, mais marquée par la peur, comme un tableau Renaissance effacé. Il m'a promis la citoyenneté si je ferme les yeux sur ses affaires. Mais maintenant, avec l'enfant de Claire. Elle était enceinte. De lui. Un autre bâtard pour couronner sa couronne d'épines. Aidez-moi, et je témoigne. J'ai hésité. La pitié n'était pas dans mon arsenal. Mais elle offrait une arme, des copies de transferts bancaires, prouvant le blanchiment. Pourquoi moi? Elle a haussé les épaules. Parce que vous êtes sa malédiction. De retour à Paris, j'avais dû bouger, les ombres d'Antoine se rapprochaient, j'ai uni les forces. Thierry prépara un article explosif, à publier si les enchères du monnaie tournaient mal. Claire, manipulée, confronta Antoine lors d'un gala à l'opéra. J'étais là, incognito, dans une robe noire volée. La scène fut shakespearienne. Elle hurla, espèce de porc adultère. Et il la gifla, devant les flashs des photographes. Scandale. Les journaux titrèrent « Drame au Louvre, le directeur adjoint impliqué dans un divorce violent ». Mais Antoine rebondit, comme toujours. Conférence de presse larmoyante, une crise conjugale, rien de plus. Mon travail pour l'art français reste intact. La tension montait, UAM comme un polar de X. Smith. Je sentais son regard sur moi, dans les rues. Une nuit, il m'appela, numéro bloqué, mais je reconnus sa voix.
Élise, ma chérie. Reviens. On peut tout arranger. Rire forcé. Comme au bon vieux temps. J'ai raccroché, mais le doute s'insinuait. Était-ce vraiment lui, le monstre? Ou avais-je forgé ce démon pour justifier ma propre noirceur? La prison m'avait changé. Je rêvais de violence, de son sang sur mes mains. Décision controversée, impliquer l'enfant. Pas le toucher, non, mais l'utiliser comme appât. Claire, en pleine dépression, me confia le petit garçon pour une après-midi. Sophie, emmène-le au jardin des Tuileries. Il adore les pigeons. J'ai accepté, le cœur serré. Assise sur un banc, le bambin jouant à mes pieds, j'ai attendu. Antoine est apparu, silhouette sombre contre le soleil pâle. Élise. Laisse mon fils en dehors de ça. Nous nous sommes affrontés, mots comme des coups de couteau. Tu m'as trahi, Antoine. Pour une promotion, pour de l'argent sale. Il a ri, ce rire de hyène. Et toi? Tu as toujours su pour Paul. Tu l'as tué par jalousie. Mensonge. Ou demi-vérité. Le carnet de grand-mère mentionnait une dispute, ce soir-là. J'avais crié sur Paul pour son infidélité. Avais-je versé le poison sans m'en rendre compte? Non. Impossible. Mais le doute rongeait. Il s'approcha. Viens, on négocie. Le monnaie contre ton silence. J'ai sorti le pistolet, acheté illégalement à un dealer de Barbès. Trop tard. Il a blêmi. Le petit pleura. Je baissai l'arme. Pas encore. Le printemps pointait son nez à Paris, mais pour moi, c'était l'hiver éternel, un froid qui s'infiltrait dans les os comme le cyanure. Après l'incident aux Tuileries, Antoine avait porté plainte pour harcèlement, anonyme, bien sûr, via un avocat véreux. La police m'avait interrogé dans un commissariat puant le tabac froid du 5e arrondissement. Madame Moreau, vous rôdez autour de votre ex-mari. C'est du stalking. J'ai ri dans leur face. Demandez-lui pourquoi j'ai fait 10 ans pour son meurtre. Ils ont haussé les épaules, ces flics blasés par les drames bourgeois. Libérés sans suite, mais surveillés. Je sentais leurs yeux dans mon dos, comme ceux d'Antoine. Irina devint mon allié improbable. On se voyait dans des cafés anonymes du quartier latin, où les étudiants débattaient de Sartre sans savoir qu'à la table d'à côté, une vengeance se tramait. Elle avorta en secret, pour ne pas lui donner un autre monstre, et jura de témoigner. Il m'a forcé à falsifier des expertises pour le Louvre. Des Picasso sous faux nom. Preuves accumulées, disques durs, mots de passe. Mais Antoine contre-attaqua. Un matin, Lucas m'appela, voix paniquée, ils ont fouillé mon squat. Je fuis à Bruxelles. Perdu, mon hacker, mes fichiers. Je n'avais plus que l'enregistrement du bureau et le tableau, toujours planqués à Bordeaux. Décision controversée, retourner au mas. Seul, sous le couvert de la nuit, j'ai creusé dans le jardin, là où grand-mère indiquait dans son carnet, sous l'olivier tort. Le monnaie émergea, emballé dans de la toile de jute, intact malgré les ans. La femme au parasol, ce chef-d'œuvre volé aux Juifs pendant l'occupation, passé de main nazie en main française corrompue. Antoine l'avait acquis via Paul, pour le revendre à un oligarque russe. Le poids du cadre me rappela ma propre charge, le crime que j'avais porté. J'ai conduit jusqu'à la côte, à Cassis, où les calanques bleues semblaient moqueuses sous la lune. Là, j'ai brûlé une copie, non, pas l'original. J'ai pris des photos haute définition, envoyées à Thierry. Publie ça avec l'article. Le Louvre impliqué dans un trafic nazi. L'article sortit dans Le Monde, un mardi pluvieux. Scandale au musée, un monnaie volé au cœur du Louvre. Paris explosa en débat télévisé, intellectuels s'indignant sur France Inter. Antoine nia, bien sûr, accusant un complot d'ex-employés aigris. Mais les fissures apparurent, perquisition, suspension. Claire le quitta, emmenant l'enfant en Normandie chez ses parents. « Tu es un poison, Antoine », lui lança-t-elle par avocat interposé. Il sombra, nuit blanche, alcool, ces bouteilles de cognac que je connaissais si bien. Je le pistais via des APPS de géolocalisation hackés par un nouveau contact, un geek syrien nommé Omar, plus prudent que Lucas. Le chaos Trao approchait, tendu comme un opéra de Verdi. Les enchères du monnaie, l'original, que j'avais rendu anonymement à Interpol via un dépôt à Marseille, furent annulées. L'oligarque furieux envoya des gorilles. J'en vis 2 dans les rues, costauds aux accents slaves, cherchant Antoine. Il se terra dans son hôtel particulier, fenêtre barricadée. J'infiltrai via Irina, qui avait encore une clé. Fais-le sortir. Dis-lui que j'ai le tableau. Elle obéit, terrifiée. Rendez-vous dans les catacombes, ces ossuaires souterrains où Paris enterre ses morts. Ironie,
descendre aux enfers pour régler nos comptes. La descente fut un cauchemar humide, torchers électriques dansant sur des crânes empilés. Antoine arriva, pâle comme un fantôme de la terreur. « Élise, tu as gagné. Prends l'argent, disparaît. » Je secouai la tête, le revolver dans ma main tremblante. « Pas d'argent. Ta vie. » Il rit, hystérique. « Meurs-tu pour venger un meurtre que tu as commis ?» Le twist frappa comme un coup de Mistral. Il sortit une lettre, de Paul, datée du jour de sa mort. Élise savait pour le trafic. Elle a versé le poison pour me faire chanter. Faux. Paul l'avait écrite sous la menace d'Antoine, mais le doute me paralysa. Avais-je, dans ma jalousie, accéléré sa fin? Les lecteurs se diviseraient, victimes ou coupables. Nous luttâmes dans l'obscurité, os craquant sous nos pieds. Il me griffa, je le frappai. Le coup partit, écho assourdissant. Il tomba, du sang noir sur les tibias jaunis. Mort? Non. Blessé à l'épaule. Irina surgit, hurlant. Fuyons. Mais les sirènes hurlèrent au-dessus. Piégés. La police déferla, menottes cliquetant. Antoine, agonisant, murmura. Tu es comme moi. Les catacombes devinrent un cirque médiatique, flash aveuglant filtrant par les grilles. On m'arrêta pour tentative de meurtre, Irina pour complicité. Antoine fut évacué en ambulance, geignant comme un enfant. À la santé, ironie, la même prison qui m'avait vu 10 ans plus tôt, j'attendis le juge, murant mes nuits de souvenirs amers. Les journaux titraient « Vengeance sanglante au Louvre, l'ex-femme déchaînée ». Les féministes criaient au scandale patriarcal, les conservateurs à la barbarie. J'étais le monstre du jour, photo floue en première page. Thierry visita, stylo en main. Raconte. Le public veut la vérité. Je refusai d'abord. La vérité? Un kaléidoscope de mensonges. Puis, dans un éclair de lucidité, je parlais. Le mot de grand-mère, les enregistrements, le monnaie. Il publia une série, L'ombre du Louvre, qui fit tomber des têtes. Le directeur en chef démissionna, perquisitions révélèrent des caves remplies de toiles volées. Antoine, hospitalisé, fut inculpé pour meurtre et trafic. Irina témoigna, voix chevrotante au tribunal. Il m'a forcé. Tout. Claire, depuis sa Normandie, envoya une lettre. Pardonne-moi d'avoir été aveugle. Protège mon fils de ce poison. Mais la mienne? Mon procès fut un théâtre absurde, comme chez Ionesco. Avocat en perruque, poudré argumentant sur la belladone et la trahison. Antoine, en chaise roulante, feignit la repentance. Élise était instable. La prison l'a brisée. Les jurés hésitèrent. Une femme battue par la vie ou une harpie vengeresse. Twist, l'analyse ADN sur le flacon de grand-mère. Empreinte d'Antoine. Il l'avait empoisonnée pour l'héritage. Grand-mère n'était pas morte de chagrin. Elle avait été assassinée. Le tribunal explosa en murmures. Meurtre au second degré, hurla le procureur. Antoine blêmit, son masque craquelant enfin. Libéré sous caution, grâce à un fonds de défense monté par des lectrices anonymes, ces sororités invisibles de la toile, je sortis dans un Paris estival, étouffant comme une fièvre. Les vignes de Bordeaux m'appelaient, mais d'abord, régler les comptes. Irina disparut, envolée en Roumanie, avec une nouvelle identité payée par mes économies. Claire me contacta. Viens voir le petit. Il demande Tati Sophie. Controversé. Adopter l'enfant du traître? Je refusai. Il mérite mieux que notre sang maudit. Mais au fond, le doute persistait. Étais-je meilleur qu'Antoine? Ma vengeance avait sauvé des œuvres, exposé des crimes, mais au prix de vies brisées. Antoine fut condamné à perpétuité, dans une cellule du même bloc que j'avais connu. Je le vis une fois, par vitre blindée. Tu as gagné, Élise. Ses yeux, vides. Non. Nous avons perdu tous les deux. Dehors, la scène coulait, indifférente. J'avais rendu le monnaie au musée d'Israël, anonymement. Un acte de rédemption? Ou juste pour le voir brûler en effigie médiatique? Pourtant, la tension ne s'apaisait pas. Des lettres anonymes arrivaient. Tu n'as pas tout dit. Sombre, posté de Marseille. Les sbires russes? Ou pire, un complice d'Antoine au Louvre? Paris devint un labyrinthe de paranoïa, où chaque ombre cachait un couteau. Je m'armai, spray au poivre, cours de self-défense dans un dojo de Belleville. Omar, le geek, m'installa un système de surveillance. Antoine a des amis partout. Attention aux galeries. Un soir d'août, canicule poisseuse, je fus attaqué.
Dans le métro Châtelet, un homme masqué me planta une seringue, sédatif. Réveil dans une cave humide, odeur de moisi et de vin aigre. Face à moi, un galeriste bedonnant, complice d'Antoine. Le tableau. Où est-il vraiment? J'avais menti, une copie, l'original SAF. Torturé par des questions, je tins. Puis, twist final, la porte s'ouvrit sur Claire. Laissez-la. C'est moi qui ai le vrai Monet. Elle l'avait volé, pour venger son honneur brisé. Alliance inattendue. Nous l'assommâmes, fume. L'automne enveloppa Paris d'un manteau roux, feuilles mortes crissant sous mes pas comme des avertissements. Avec Claire, nous devînmes des fantômes alliés, planquant le Monet dans un grenier de Montmartre, chez une tante excentrique. Pourquoi? Demandai-je, sirotant un pastis amer. Elle haussa les épaules. Pour notre fils. Et pour toi, Élise. Tu m'as ouvert les yeux. Controversée, une mère protégeant son enfant via le crime? Les puritains crieraient au scandale, mais dans ce France de Talf-Mésure, c'était survie. Antoine pourri en tôle, son empire effondré. Le Louvre purgea ses démons, exposant un panonceau sur les œuvres spoliées. Moi, j'héritais des vignes, rebâties en bio, vendues à des coopératives. Pas de fortune, mais une paix précaire. Irina écrivit d'une part, libre. Merci. Nadia, la serveuse, devint ma confidente, nos soirées arrosées de rosée à refaire le monde. Mais le twist final, celui qui divise les âmes, vint d'une boîte postale, une lettre de Paul, authentique cette fois. Écrite avant sa mort, cachetée par grand-mère. Élise, pardonne-moi. J'ai aimé Antoine plus que toi. Le poison était pour nous deux, un suicide pacté. Tu as servi le verre, mais par amour. Choc. J'avais su, inconsciemment, verser pour le suivre dans l'abîme. Le doute me rongeait, victime ou que auteur du drame. Noël revint, 1 an après. Seul au mas, je lus le mot originel à la lueur des bougies. Pas de grand-mère, pas d'Antoine. Juste moi, face au miroir, yeux hantés, mais libres. Vengeance accomplie? Ou cycle recommençant? Je brûlai la lettre de Paul, cendre dans le vent mistral. Fin heureuse? Biquet. À vous, lecteurs, de juger. Paris murmure ses secrets, et les miens s'envolent avec les corbeaux.